Yeah, well, I think this is a good place to Ouais, talk ouais. about Bon, je pense que c'est the un bon battlefield moment situation we pour get parler de la a bit situation more sur le detailed on champ this. de bataille. On Scott, va rentrer un we peu plus dans have les CNN détails, sounding the Scott, alarm, saying parce que Russia's summer on a offensive will turn into CNN an qui escalating tire crisis for Ukraine as forces move across la sonnette the d'alarme area. en disant And que we also l'offensive have d'été one thing russe I se like to transforme en note une crise is that croissante pour l'Ukraine, I didn't notamment listen dans to la too région de much mainstream Donetsk. media reports. Et If you on a aussi quelque chose que j'aime and bien mind you, signaler, your sanity might parce que be damaged en by plus des reading médias such things. But mainstream usually, what occidentaux, let's say si Vladimir jamais tu lis, Zelensky says et when he talks attention, about, for example, his lire ce genre de conversations with Donald truc Trump, peut nuire à nowhere ta in, santé mind you, mentale, are your mais sanity si might tu be lis damaged ce by que, reading such things. par So if you just read what, let's say, exemple, Volodymyr Volodymyr Zelensky Zelensky says dit, when he quand il talks about, parle for example, de ses conversations with conversations Donald avec Trump, Donald Trump, il nowhere in n'y here is a there aucune anything mention about du the champ de bataille, battlefield à part other les than attaques russes. Russian attacks. Donc je pense que So ça en dit long sur ce I qui se think that passe. Mais says a Scott, lot si tu about what's peux going on. And analyser ça, Scott, parce que if we j'ai could give an analysis, l'impression I take que it pas that a mal lot of des the actions, des behaviors comportements and et des reactions réactions from de Donald Trump's l'administration administration, Trump, Donald de Trump, Trump lui-même, NATO de have l'OTAN, something to do with ont this. un lien direct avec tout ça. Bon, d'abord, ce qui est la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Et regarde Trump, qui balance des chiffres complètement inventés. Du genre, les Russes ont perdu 20 000 morts en un mois. L'Ukraine n'a eu que 8 000 morts depuis janvier. D'après ce que je comprends, basé sur des conversations avec des gens présents sur la ligne de front et d'autres infos anecdotiques, les Russes perdent entre 150 et 200 morts par semaine, et c'est beaucoup. Il faut comprendre que 200 morts par semaine, c'est ce qui a brisé le moral des États-Unis pendant la guerre du Vietnam. Donc ce n'est pas un chiffre insignifiant. On parle de pertes russes à hauteur de 600 à 800 hommes par mois. C'est énorme. C'est plus qu'un bataillon. Mais c'est sûrement pas 20 000 par mois. Les Ukrainiens, eux, subissent, selon les zones, entre 1500 et 2000 pertes par jour, morts et blessés. Par jour. Ce sont des chiffres intenables. Et pourtant, tu vois, ils ne peuvent pas dire la vérité. Alors ils inversent le discours et disent « ce sont les Ukrainiens qui perdent des gars en nombre qu'ils ne peuvent pas remplacer ». Ce qui se passe, c'est que les Ukrainiens sont aujourd'hui à un point où ils n'ont plus assez de soldats disponibles, même avec la mobilisation actuelle. Et pour être clair, ce n'est pas tout le monde qui se fait envoyer au front sans préparation. La grande majorité des soldats ukrainiens mobilisés le sont de manière régulière. Ils se présentent, ils sont enregistrés, ils sont formés, puis envoyés au front. Mais l'Ukraine ne génère pas assez de force pour compenser les pertes. Et donc chaque jour qui passe, ils deviennent plus faibles. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Dans mon analyse, un parlementaire ukrainien l'a dit à la tribune de la Rada en déclarant « Il faut être réaliste. On ne peut pas compenser nos pertes. On devient plus faible chaque jour. Les Russes, eux, deviennent plus forts chaque jour. Parce que oui, eux aussi subissent des pertes, mais ils recrutent beaucoup plus de monde. Vraiment beaucoup plus. Et donc non seulement ils remplacent les pertes sur le champ de bataille, mais en plus, ils commencent à constituer des réserves viables, des centaines de milliers d'hommes, ce qui leur donne une grande marge de manœuvre quand viendra le moment. Ça permet à la Russie de maintenir une pression constante. Les Ukrainiens sont des soldats très compétents. Ils sont meilleurs que tout ce que l'OTAN a à offrir en ce moment. Même l'armée américaine, l'armée des États-Unis ne pourrait pas faire ce que l'Ukraine est en train de faire sur le terrain. Elle ne pourrait pas survivre comme l'Ukraine survit. Désolé, armée américaine. Mais c'est la vérité. Les Ukrainiens sont aguerris. Ils ont un commandement de petits groupes très solides. Et dans certaines zones, quand ils ont des officiers intermédiaires et supérieurs compétents, ils peuvent arrêter les Russes, les empêcher d'avancer. Et avec le bon matériel, ils peuvent même lancer des contre-attaques pour repousser les Russes. Et ça, les gars, ça ne signifie pas que tout est perdu. Vous avez étudié l'histoire militaire. Vous savez que même quand les États-Unis étaient en train de battre les nazis, en avril 1945, si vous lisez les journaux de marche des unités, vous verrez des trucs comme le premier bataillon du 460e régiment d'infanterie a lancé une attaque ici, mais a été contre-attaqué par les Allemands et a dû reculer d'1,5 km.
Oui, c'est ça la guerre. Lis ce qui s'est passé lors de l'avancée russe sur Berlin. Les Allemands contre-attaquaient jusqu'à la dernière minute. Et quand tu contre-attaques au bon moment et au bon endroit, tu peux repousser l'ennemi. Donc, les Ukrainiens ont la capacité de stopper l'avance russe dans certaines zones et de lancer des contre-attaques pour les repousser. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que pour rassembler ces forces, ils doivent déshabiller Paul pour habiller Pierre. Et là, on en est au point où, si les Russes dans les environs de... Tu vois, ils arrêtent au frontal parce que les Ukrainiens ont amené des troupes. Sauf que là où les Ukrainiens ont déployé ces troupes, il n'y a personne pour les remplacer. Ils sont obligés d'éclaircir leur ligne et ensuite les Russes n'ont qu'à se déplacer de côté et commencer à avancer. Voilà ce qui se passe. Ils créent un encerclement en avançant par les flancs. Je pense que le flanc gauche, le flanc sud, est plus ou moins bloqué pour le moment. Donc maintenant, ils font tout leur progrès ici. Si les Ukrainiens déplacent leurs forces vers le nord, c'est le sud qui avancera. Et quand ils essaieront de couvrir les deux ailes, ce sera le centre qui progressera. C'est juste comme ça que ça fonctionne, et ça se passe comme ça sur toute la ligne de front. Les Ukrainiens ont retiré des soldats de la région de Zaporizhia pour venir renforcer ailleurs. Les Russes se mettent à avancer à Zaporizhia. On ne peut pas les arrêter. On doit les arrêter à Soumy. Donc, on retire du monde de la zone de Kupiansk. Maintenant, les Russes avancent sur Kupiansk. Partout où ils retirent des troupes pour combler un trou, les Russes avancent. C'est l'avantage qu'ils ont. Et ils avancent à un rythme plus rapide que jamais jusqu'ici. Et pourtant, les Russes ne mènent toujours pas de grandes offensives du genre flèche massive, tu vois. Les attaques russes, je crois que j'ai déjà décrit ça, mais je vais le refaire une fois de plus. Ça m'a été expliqué par un officier des forces spéciales Akhmat de Ramzan Kadyrov. Il m'a parlé de la maîtrise des 3 et des 6. Parce que, tu vois Larry, toi tu le sais, moi, à mon époque, on faisait des assauts par escouade, des progressions d'équipes de feu, à l'échelle du peloton, puis de la compagnie. Une équipe de feu, c'est 5 marines. Et on faisait des assauts d'équipes de feu. Une équipe avance, contrôlée par le chef de section, puis le commandant du peloton. Si tu fais ça aujourd'hui, tu te fais massacrer. C'est fini ce genre d'assaut. Les Russes, aujourd'hui, leur groupe d'assaut, c'est 3 hommes. C'est tout. 3 gars. Ils sont soutenus par des drones, de l'artillerie, tout le bazar. Il y a un drone au-dessus, l'artillerie qui tombe, une équipe drone qui les soutient. Il y a beaucoup plus de Russes en arrière-plan avec les drones, les systèmes de contrôle, etc. Mais l'équipe d'assaut, c'est 3 hommes. Voilà les fameux 3. Et ces 3 gars attaquent une position généralement défendue par 7 à 12 Ukrainiens. Ils les tuent, les blessent ou les capturent. Et dès que cette équipe réussit, bon, parfois elle échoue, ils se font tuer, ils se replient, d'accord, t'as perdu 3 hommes. Mais en général, ils prennent la position. Et là, les 6 arrivent. Les 6, c'est l'équipe suivante qui fonce pour consolider la position. T'as maintenant 9 gars sur zone. Ils s'enterrent, ils tiennent la position et ils attendent l'assaut suivant. Mais voilà ce qu'ils font. On parle d'assaut en équipe de 3 hommes, partout sur le champ de bataille, soutenus par des drones et de l'artillerie. Et quand ça tourne mal, tu perds 3 gars. Et la raison pour laquelle je veux insister là-dessus, c'est que vous imaginez combien de fois les Russes devraient échouer avec cette tactique des 3 et 6 pour perdre 20 000 hommes par mois. Ouais. Là, il faut faire le calcul sur les doigts, même pour un marine. Exactement. Et c'est pour ça que je pense que ceux qui combattent et qui parlent de ces chiffres, je vais aussi dire autre chose. Les blessés russes, et tu sais, le nombre de blessés est généralement un bon indicateur du taux de perte globale sur le champ de bataille. Même si, en parlant avec Marat Khaïroline, il m'a dit qu'il y a des jours entiers où les Russes ne perdent aucun homme. Ils ont des blessés, mais personne ne meurt. Les blessés sont évacués vers des installations médicales à l'arrière. En 2022 et 2023, ces hôpitaux tournaient à plein régime. Les blessés affluaient en continu. Aujourd'hui, ils sont toujours là, mais les chiffres ont énormément chuté.
Donc c'est une preuve anecdotique. Mais quand même, tu n'as pas ce flux de pertes qui serait logique si on parlait de 20 000 morts. Parce que si tu as 20 000 morts, tu as entre 60 000 et 80 000 blessés. Cela signifie que les Russes perdraient 100 000 hommes par mois au total. Avec une structure de force de 700 000 à 800 000 soldats, c'est complètement déraisonnable. Pourquoi le président sort ce genre de chiffres? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi on le laisse dire ça? Parce que ça détruit sa crédibilité, celle de son équipe, et plus personne ne le prend au sérieux. Parce que là, tu es complètement déconnecté de la réalité. Et si je rentre dans tous ces détails, les gars, c'est pour que votre audience comprenne. Ces chiffres sont totalement faux. C'est impossible. Il n'y a aucune donnée pour les soutenir. Toutes les preuves vont dans l'autre sens. Et c'est pour ça que les gens disent « Scott, t'es trop pro-russe, t'as le nez dans les bottes d'Akhmat. » Bah ouais, parce que c'est un commandant de première ligne et j'apprends énormément avec lui. Mais je parle aussi à d'autres. Je parle aux opérateurs de drones, à ceux qui s'occupent de la logistique, aux gars des forces spéciales, à ceux qui les soutiennent. Et je recoupe toutes les infos. Oui, c'est sûrement biaisé. Il est possible qu'on n'ait pas toute l'histoire. Mais quand tu mets tout ça ensemble, que tu compares, que tu mets les chiffres côte à côte, ce qui en ressort, c'est que les Russes avancent sur toute la ligne de front. Et il n'y a rien que les Ukrainiens puissent faire pour l'arrêter. Ils n'ont pas assez de troupes pour combler les trous, encore moins pour créer une réserve. Et les Russes, je veux dire, on parle encore de la grande offensive d'été russe. Je sais pas, Danny, Larry, j'ai vérifié le calendrier. On est mi-août. L'été est là, les gars. Ça prouve simplement qu'on ne parle pas d'événements dictés par le calendrier. Les Russes ne regardent pas le calendrier. Larry et moi avons fait la même erreur, et je suis d'accord avec Larry. J'ai fini de sortir ma boule de cristal. Le moment où les Russes gagneront dépend uniquement des Russes. Je vais simplement dire qu'ils sont en train de gagner. Parce que, encore une fois, Larry vient sans doute de la même école que moi. Je suis ultra agressif. Je ne comprenais pas bien les histoires de 3 et 6 et de drones. Je veux dire, je commence à comprendre. Désolé, mais moi, je suis dans une logique de pousser l'assaut, de consolider, puis de continuer à exploiter la victoire tant qu'on peut. Tant que l'ennemi recule, tu avances. C'est comme ça que le corps des marines m'a formé. C'est pour ça qu'on a pris Kuwait City en 3 jours, alors que Norman Schwarzkopf pensait qu'on n'y arriverait jamais, parce qu'on ne lâche jamais. On continue, encore et encore. Mais ce n'est pas ce que font les Russes. Il faut quelque chose de différent. Ils pratiquent une guerre d'attrition où 3 soldats d'assaut éliminent 12 Ukrainiens. Et ils gagnent. Ils l'emportent. Et ils ont compris que ce conflit ne se limite pas au champ de bataille. Il concerne aussi l'économie, et ça ne va pas bien du tout pour les Ukrainiens. Il concerne aussi la politique. Et là non plus, ça ne va pas. Tu as vu le communiqué du SVR l'autre jour, Larry, à propos de cette réunion secrète en Suisse? Je ne sais pas si c'est exact, mais ce que ça fait, c'est que ça s'appuie sur des choses dont on sait qu'elles se passent. On sait que Zelensky rencontre le président suisse, on sait que Yermak a des rencontres avec le conseiller à la sécurité nationale, on sait que les Ukrainiens ont eu des réunions avec les États-Unis et le Royaume-Uni, on sait que cette illusion de position d'autonomie n'est qu'un mirage. Donc les Russes ont mis au point un rapport qui sape totalement la crédibilité du gouvernement ukrainien. Tu te retrouves avec un président dictatorial, Zelensky, que tout le monde dit devoir évincer, et on nous parle de préserver la démocratie ukrainienne en imposant Zelensky, qui, soit dit en passant, est un nazi bandera, tout en contournant le processus électoral. Ça crée de l'instabilité, une instabilité politique à l'intérieur même de l'Ukraine. Donc on a le chaos économique, l'instabilité politique et une catastrophe militaire. Et l'effet combiné vise à provoquer l'effondrement de l'Ukraine en tant qu'État-nation fonctionnel. Et cela se produira, j'en suis convaincu, inévitablement. Mais cela se fera selon un calendrier dicté par la Russie, pas selon ce que l'Occident souhaite à une date précise du calendrier. Ouais. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider
à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « S'abonner » ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien et maintenant, place à la suite de notre vidéo. J'aimerais vraiment avoir votre analyse détaillée. Tu sais ce que Scott disait à propos du champ de bataille dans cet article qui évoque bien l'offensive d'été, qui est bel et bien en cours. Il rapporte des faits, pas avec autant de détails que Scott, mais par exemple dans la région de Kostiantynivka et Pokrovsk, il parle de changements rapides dans le contrôle du territoire et de l'importance des drones dans tout ça. Mais Larry, ton évaluation de la situation sur le terrain et tout ce que tu voudrais ajouter, notamment en lien avec la conclusion de Scott à propos des implications plus larges et interconnectées de tout ça? Eh bien, pour quiconque écoute, parce que je veux vous aider à comprendre la révolution qui est en train de se produire dans la guerre, que nous observons actuellement sur le champ de bataille en Ukraine, allez devant votre maison. Imaginez que vous portez une arme automatique. Imaginez maintenant que vous entrez dans une zone occupée par l'ennemi et que vous devez déterminer où il se trouve. Et s'il est retranché, il sera probablement protégé quand vous tenterez de tirer. Alors vous devez réfléchir. Comment allez-vous progresser dans cette rue? C'était à peu près la situation des Russes, il y a 3 ans, mais voici où on en est aujourd'hui. Vous êtes ce soldat. Vous repérez une zone d'où les tirs semblent provenir. Vous envoyez un drone dans les airs pour surveiller et identifier précisément qui est où. Se cache-t-il derrière la maison? Derrière l'abri de jardin? Sur la gauche? Sur la droite? Et au lieu d'appeler de l'artillerie, vous pouvez appeler un drone. Un drone qui agit comme l'artillerie la plus précise au monde, parce qu'il transporte une charge. Il peut frapper précisément, passer par une fenêtre, une porte. Et ce dont on parle ici, c'est d'un soldat en contact instantané avec les opérateurs de drones et les commandants. Alors tu sais, je suis sûr que Scott a participé à des exercices sur le terrain où, à l'époque, tu portais une radio PRC 77 qui pesait 1 tonne et il fallait encore des batteries pour l'alimenter. D'un coup, on ajoute toute une nouvelle chaîne logistique à cet effort moderne. Mais ce que les Russes ont accompli, c'est une intégration complète. Tu sais, le corps des marines, et je vais me permettre de faire les louanges de Scott ici, puisque j'ai été formé par un colonel des marines, était différent de l'armée, notamment parce que les officiers des marines étaient formés aux armes combinées. Ils étaient entraînés à appeler des frappes aériennes, des tirs d'artillerie, même des tirs de canon naval. Ils n'étaient pas limités à une seule option. Ils avaient tout un éventail de possibilités. Les Russes ont repris ce concept et l'ont poussé à l'extrême. Ils sont littéralement en train d'écrire le manuel de la guerre moderne avec une variété impressionnante de drones. Des drones FPV ainsi que des drones de reconnaissance et de collecte de renseignements. Et ils le font en temps réel. Ils improvisent. Mais cela nous en dit long sur la nature de l'armée russe. Elle est adaptable. Contrairement à ce que croient beaucoup d'analystes militaires occidentaux, elle n'est pas figée dans des pratiques obsolètes, des structures bureaucratiques rigides et des hiérarchies immuables. Non, non, non. Ces gars-là testent des choses sur le terrain. Et si ça ne marche pas, ils peuvent remonter la chaîne de commandement et dire « ça ne marche pas. On ne va pas continuer comme ça. Voilà ce qui fonctionne. » Et comme Scott l'a dit, ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas soumis à une horloge. C'est pas comme un match de football où il ne reste plus que 2 minutes dans le 4e quart-temps. Ils ont largement le temps. Et j'ai posé la question au général Brzezinski, un général à la retraite. Quand j'étais à Moscou en mars, je lui ai demandé spécifiquement pourquoi l'état-major
n'a-t-il pas ordonné la destruction de tous les ponts sur le Dniepr pour couper les lignes de communication? Et il a ri et il a dit, je me pose la même question. Et puis, en approfondissant un peu, il semble que dans la stratégie de l'état-major, ils estimaient que si ces lignes de communication à travers le fleuve étaient coupées et qu'il n'y avait plus moyen de ravitailler ce qui restait de présence militaire ukrainienne sur la rive Est, eh bien cela n'aurait pas non plus affaibli les capacités de l'OTAN qui étaient intégrées. Et leur objectif, c'est d'user non seulement l'Ukraine, mais aussi l'OTAN. Et maintenant que l'on regarde en arrière, sur les 3 ans et demi écoulés, il s'avère que c'est une stratégie diablement efficace. Ouais. Et peut être qu'on pourrait conclure sur vos commentaires là-dessus, parce que, Scott, je suis curieux d'avoir votre analyse. Est-ce que les difficultés militaires sur le champ de bataille en Ukraine, et bien sûr celles de leur soutien, est-ce que cela explique pourquoi on voit non seulement Donald Trump, mais aussi l'Europe entière, etc., tout l'Occident collectif, miser à 100% sur les sanctions, ces sanctions qu'on nous présentait ces dernières années comme l'arme la plus puissante. Voilà la promesse de Donald Trump, plus de sanctions. Ils semblent plutôt doués pour éviter les sanctions. Vous savez, ce sont des types rusés et ils sont assez bons pour contourner les sanctions, donc on verra ce qui se passe. Mais Steve est concentré pour l'instant sur... Donc au début, juste pour clarifier, il a bien dit qu'il y aurait plus de sanctions, mais on n'a pas vraiment besoin de s'attarder là-dessus. Mais parce que je peux vous montrer ça. Avant vos commentaires, Lindsey Graham, ces sanctions, ces tarifs douaniers, tout ça va si loin que maintenant ils s'en prennent à l'Inde. Donc l'Inde, censée être un rouage stratégique pour les États-Unis face à la Chine, se retrouve désormais ciblée à cause de son commerce pétrolier avec la Russie. Et Lindsey Graham, dont certains supposent qu'il joue un rôle majeur dans la politique étrangère de Donald Trump, et bien, il s'est montré très satisfait quand Trump a évoqué l'idée de lourds tarifs douaniers contre l'Inde, non seulement parce qu'ils achètent d'énormes quantités de pétrole russe, mais aussi parce qu'ils le revendent ensuite sur les marchés. Ils ne se soucient pas du nombre de morts en Ukraine, et à cause de cela, les tarifs vont fortement augmenter. Donc, Scott, comment voyez-vous cela? Qu'est-ce que vous pensez de mon analyse, selon laquelle il semble que les sanctions, les droits de douane, tout cela tente de compenser le manque de succès dans le domaine le plus important, du moins si on part du principe, que tout cela avait commencé avec l'espoir que la Russie s'effondrerait? Eh bien, j'ai toujours dit que les sanctions, ce ne sont pas une politique. Les sanctions, c'est ce qu'on applique quand on n'a pas de politique. Autrement dit, quand on ne sait pas quoi faire, on sanctionne. Et ce que les États-Unis ont fait ici, c'est qu'ils ont transformé cet acte d'impuissance en une stratégie de déstabilisation à long terme. C'était l'approche qu'on avait adoptée avec Saddam Hussein. On a imposé des sanctions et on les a maintenues jusqu'au moment où on a pu, vous savez, provoquer l'effondrement. C'était la stratégie en Syrie. Et c'est une stratégie qu'on essaie d'appliquer à la Russie, mais comme le président l'a dit, les Russes sont des gens rusés. Et voilà, ça ne va tout simplement pas marcher. Mais ce qu'on observe avec tout le monde qui saute sur le wagon des sanctions, c'est que on n'a tout simplement aucune autre alternative viable. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que nous ne sommes pas capables de mettre en œuvre les sanctions que nous souhaitons. La Chine nous a envoyé balader, l'Inde nous a envoyé balader, le Brésil nous a envoyé balader. En fait, tout le monde sur ce sujet nous a envoyé balader. Ces sanctions n'auront aucun effet. Je suis assez curieux de voir ce que le président va faire vendredi. Mais vous savez, il risque d'aggraver les choses en nous poussant vers une confrontation économique majeure avec le reste du monde, avec les BRICS. Il pense que ça va détruire les BRICS. Moi, je crois que ça va renforcer les BRICS, que ça va être le ciment qui va les souder. C'est une mauvaise politique.
Mais c'est parce que nous n'avons pas de politique. Nous n'avons pas de politique envers la Russie. Nous ne savons même pas ce que nous voulons accomplir. Ce qu'on dit sur l'Ukraine, sur nos objectifs, c'est du nonsense. On n'a pas non plus de politique envers l'OTAN, car on ne peut pas se permettre ce qu'on prétend. Je vais conclure là-dessus. Vous savez, en ce moment, le président se vante des 600 milliards de dollars que l'Union européenne aurait promis d'investir aux États-Unis. Je peux investir où je veux. Ça n'existe pas. Monsieur le Président, Ursula von der Leyen a admis qu'elle n'a aucun pouvoir là-dessus. Il n'y a pas de 600 milliards. Personne ne fait la queue pour vous donner cet argent. Les 720 milliards de dollars d'achat d'énergie prévus sur 3 ans, c'est un chiffre inventé. C'est irréaliste. Je crois que l'Europe a acheté environ 76 milliards de dollars l'année dernière. Comment vous passez soudainement de là à 250 milliards par an? Les États-Unis ne produisent que 310 milliards de dollars d'énergie et on ne va pas soudain tout rediriger vers l'Europe. L'Europe ne peut pas recevoir 250 milliards de dollars d'énergie américaine, car c'est du GNL, gaz naturel liquéfié. Il faut des terminaux pour le recevoir. Il faut pouvoir le décharger. Il faut des installations de regazéification, de déliquéfaction. L'Europe n'a pas cette infrastructure. C'est un chiffre totalement inventé. Tout ce que ce président raconte est une fiction totale. Et à l'heure actuelle, nous n'avons aucun moyen d'exercer une pression sur la Russie, à part la menace de sanctions. Mais comme le président l'a dit, la Russie ne bronchera pas du tout, et les pays qui coopèrent avec elle non plus. Ouais. Larry, à toi de conclure. Quelle est ton évaluation de cette dépendance quasi totale aux sanctions comme arme principale maintenant, alors que le champ de bataille devient carrément figé pour les États-Unis et l'Occident, collectif intenable? Il y a 24 ans, en l'an 2000, les États-Unis étaient le principal partenaire commercial de 75% du monde. Donc si vous faisiez une carte mondiale à l'époque et qu'on associait le bleu aux États-Unis, eh bien 75% de la planète était bleue. Aujourd'hui, si vous posez la question, quel pays est le principal partenaire commercial de la majorité des nations? Eh bien maintenant, 80% du monde ont pour principal partenaire commercial la Chine. La Chine et les États-Unis ont complètement échangé leur rôle. Les sanctions et les droits de douane peuvent être des outils puissants si vous êtes dans la position qu'occupaient les États-Unis en 2000, il y a 24 ans, mais pas aujourd'hui. Si vous êtes le seul fournisseur de terres rares, alors si je décide de sanctionner ça, vous savez, d'imposer une sanction là-dessus pour ne plus en expédier aux pays qui en ont besoin, ces pays-là vont avoir des ennuis. Pareillement, si vous, les États-Unis, imposez des sanctions à moi, la Chine, et qu'en réponse la Chine dit « Ok, allez vous faire voir, on n'enverra plus de terres rares, ni d'aimants dont vous avez absolument besoin, ni de produits pharmaceutiques », alors soudain, le rapport de force, l'arithmétique, a changé. Ce sont les États-Unis qui deviennent vulnérables, pas la Chine. Et donc Trump vit dans un monde qui n'existe plus économiquement. Il pense qu'on est encore en 2000. Il pense que les États-Unis peuvent encore dicter les règles. Regardez ce qui s'est passé avec, on a dit au Brésil, ok, on ne va pas sanctionner le jus d'orange parce que vous savez, si on impose des sanctions là-dessus et qu'on augmente les tarifs, on va avoir beaucoup de gens furieux qui boivent du jus d'orange, mais on va imposer des droits de douane sur votre café. Et qu'est-ce que les Brésiliens ont fait? Ils se sont pas dit, mon Dieu, on a perdu les États-Unis, les seuls au monde qui boivent du café. Ils ont dit bon, d'accord. Et ils ont simplement signé un nouvel accord avec la Chine. Vous savez quoi? Même si on boit du thé en Chine, il y a beaucoup plus de buveurs de café, en termes de chiffres bruts, qu'aux États-Unis. Et pour le porc, le soja. Au début des droits de douane, les Chinois ont acheté beaucoup de soja aux États-Unis, ils ont fait des stocks, mais maintenant que les tarifs sont en place, ils achètent au Brésil et en Russie.
Donc le point, c'est si vous utilisez des sanctions, ça marche seulement si vous avez un quasi-monopole. Les tarifs aussi, ça marche si vous contrôlez le marché. Mais si vous vivez dans un monde concurrentiel, où vous n'êtes pas la seule source, où vous êtes juste l'un parmi d'autres, alors c'est une stratégie contre-productive et dommageable. Then it is a counterproductive, damaging strategy. Ouais. Et je viens de ressortir cette référence. Les médias traditionnels ont bien rapporté ce que tu dis, Larry, à propos du café brésilien. Et si vous allez en Chine, vous savez à quel point c'est important. Les marques locales de café sont très populaires et jouent un grand rôle. Donc, le fait que la Chine soit prête à ouvrir son marché, ça montre jusqu'où tous ces pays sont prêts à aller pour contrecarrer les droits de douane, les sanctions. C'est clairement un pari perdant. Ouais. Messieurs, quelque chose à ajouter? Ah, Blair, vas-y. Je voulais juste dire, les États-Unis vont découvrir qu'ils ne sont plus du tout pertinents. Et c'est bien ça le problème. On va encore qu'on Ouais. Scott, tu veux dire autre chose avant qu'on conclue? Je vais juste enfoncer le clou sur ce que vient de dire Larry. Et c'est horrible à dire en tant qu'Américain. Mais, vous savez, nous ne sommes plus la nation exceptionnelle, ni l'indispensable nation, comme on disait autrefois. Nous sommes la nation devenue inutile. On ne compte plus. L'affaire du café en est un exemple parfait. La Chine, c'est quoi? 1,2 milliard de personnes? Sûrement plus. Leur échelle de marché éclipse tout ce que nous avons. Et la Chine est tout à fait capable. Et lorsque le monde s'adapte, parce que l'économie mondiale continue de s'élargir, quand le monde réalisera enfin qu'il peut vivre sans l'Amérique, qu'il n'y a rien que l'Amérique produise dont le monde ait besoin, et que le consommateur américain peut être éliminé, ce qui signifie « on consomme, eh bien, d'autres aussi consomment, comme les Chinois qui boivent du café, et y trouveront des solutions à tout ce que nous faisons. Un jour, on va se réveiller et se rendre compte qu'on est tout seul. On ne pourra même plus appeler un centre d'assistance parce qu'on aura sanctionné l'Inde au point qu'ils auront coupé tous les services du genre « aide-moi à comprendre ma facture Verizon ». Vous voyez, c'est fini pour les États-Unis. On est devenu la nation inutile. Et alors, on va faire quoi? Une crise de nerfs? Menacer tout le monde avec l'arme nucléaire? On est rendu à ce niveau de folie. Ouais, je pense que c'est une bonne conclusion. Je veux juste rappeler à tout le monde de consulter la description de la vidéo. Avant de partir, vous y trouverez le Substack de Scott, la page de dons pour Project 38 et aussi SR 21, le blog dirigé par Larry Johnson. N'hésitez pas à aller voir, à soutenir, à suivre leur travail. Pensez aussi à liker la vidéo avant de partir. Ça aide à garder le stream visible une fois qu'il est terminé. Et enfin, tous les liens pour soutenir cette chaîne sont dans la description. Patreon, Substack et bien plus. Sans plus attendre, on se retrouve jeudi matin avec Alistair Crooke. Et d'ici là, au revoir.